Je dormis jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Il ne faisait pas encore jour quand je m'éveillai. Je me levai néanmoins tout de suite. Je m'étais couchée tout habillée à cause du froid, et je n'avais rien de plus à mettre. Après avoir bu un peu d'eau et ouvert la porte silencieusement, je sortis aussitôt, dans la crainte d'une nouvelle rencontre avec mon hôtesse. Par-ci par-là, un agent de police qui avait passé la nuit à veiller, c'était tout ce que je voyais de vivant dans la rue. Peu après, 2 hommes commencèrent aussi à éteindre les réverbères alentour. J'errais sans but ni raison. Je me trouvais dans la rue de l'église et pris le chemin qui descend à la forteresse. Gelé et encore ensommeillé, les genoux et le dos las de cette longue promenade, très affamé, je m'assis sur un banc et somnolai longtemps. 3 semaines durant, j'avais vécu exclusivement des tartines que mon hôtesse m'avait données matin et soir. Cela faisait 24 heures juste que j'avais pris mon dernier repas. La faim recommençait à me ronger méchamment, et il me fallait trouver un expédient au plus tôt. Je me rendormis sur mon banc avec cette pensée. Je m'éveillai en entendant des gens parler près de moi, et après m'être recueilli un peu, je vis qu'il faisait grand jour et que tout le monde était sur pied. Je me levai et partis. Le soleil parut sur les crêtes, le ciel était pâle et fin, et dans ma joie de cette belle matinée, après toutes ces semaines sombres, j'oubliai tous mes soucis. Il me sembla que maintes fois ma situation avait été pire. Je me tapotais la poitrine et me chantais un bout de chanson à part moi. Ma voix sonnait si mal, un son si complètement usé, qu'à l'entendre, je m'émus moi-même aux larmes. Cette magnifique journée, ce ciel pâle, baigné de lumière, agissait aussi fortement sur moi, et je me mis à sangloter tout haut. « Qu'est-ce que vous avez ?» demanda un homme. Je ne répondis pas, mais je m'éloignai en hâte, cachant mon visage à tout le monde. J'arrivai en bas, sur les quais. Un grand 3-mâts sous pavillon russe déchargeait du charbon. Je lus le nom, Copégoro, sur son flanc. Je pris ma distraction un moment à observer ce qui se passait à bord de ce navire étranger. Il devait être presque déchargé. Le chiffre de 9 pieds apparaissait à nu sur l'étiage, malgré tout le lest qu'il avait déjà embarqué. Et quand les débardeurs foulaient le pont de leurs lourdes bottes, tout le navire sonnait creux. Le soleil, la lumière, l'haleine salée de la mer, toute cette vie active et joyeuse me revigorait et faisait battre mon sang vivant dans mes artères. Tout à coup, l'idée me vint que je pourrais peut-être faire quelques scènes de mon drame pendant que j'étais assis là, et je sortis mes feuillets de ma poche. J'essayais de formuler une réplique que je mettais dans la bouche d'un moine, une réplique qui devrait être gonflée de force et d'intolérance, mais je n'y réussis pas. Alors je sautai par-dessus le moine et voulus composer un discours, le discours du juge à la sacrilège, et j'écrivis une demi-page de ce discours, sur quoi je m'arrêtai. L'atmosphère idoine ne voulait pas se former au-dessus de mes mots. L'activité autour de moi, les chants des haleurs, le vacarme des cabestans, le cliquetis ininterrompu des attelages de wagons convenaient si peu à l'air épais et moisi du Moyen-Âge qui devait envelopper mon drame comme d'une brume. Je rempaquetai mes papiers et me levai. J'étais malgré tout admirablement en train, et je sentais clairement que je pourrais faire quelque chose à présent si tout marchait bien. Si seulement j'avais un endroit où me réfugier. J'y réfléchis, je m'arrêtai au beau milieu de la rue pour réfléchir, mais je ne connaissais pas dans toute la ville un seul endroit calme où m'installer un moment. Il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait retourner à Montgarny dans le quartier de Waterland. Cela me répugnait, et je me disais tout le temps que c'était impossible, et cependant j'avançais comme en glissant, me rapprochant sans cesse du lieu interdit. Certes, c'était pitoyable, j'en convenais, c'était même ignominieux, vraiment ignominieux, mais rien n'y faisait. Je n'avais pas le moindre orgueil, j'osais même dire, et l'expression n'était pas trop forte, que j'étais l'un des êtres les moins arrogants qui existassent à la date d'aujourd'hui, et j'allais. Je m'arrêtai devant la porte cochère et délibérai encore une fois. Bah, advienne que pourra, il fallait risquer le coup. De quoi s'agissait-il au fond, sinon d'une bagatelle? D'abord, cela ne devait durer que quelques heures. Ensuite, Dieu ne permettrait pas que jamais plus je fusse obligé de chercher refuge dans cette maison. J'entrai dans la cour. En marchant sur les pierres inégales de cette cour, j'étais encore indécis, et quand j'arrivai à la porte,
J'étais tout prêt à retourner. Je serrais les dents. Non, pas de fierté mal placée. Au pis-aller, je pourrais donner comme excuse que je venais pour dire adieu, prendre congé dans les formes et faire une convention au sujet de ma petite dette dans la maison. J'ouvris la porte de l'antichambre. Une fois entré, je m'arrêtai et demeurai tout à fait tranquille. Juste devant moi, à 2 pas de distance, se tenait l'hôte en personne, sans chapeau ni veston. Il guignait par le trou de la serrure dans la chambre de la famille. Il fit un geste silencieux de la main pour me faire tenir tranquille, et de nouveau guigna par le trou de la serrure. Il riait. « Venez ici, murmura-t-il. Je m'approchai sur la pointe des pieds. « Regardez, dit-il, et il rit d'un rire silencieux et ardent. « Guignez, hi, ils sont couchés là. Regardez le vieux. Pouvez-vous voir le vieux ?» Dans le lit, en plein sous le Christ en chromo et juste en face de moi, je vis 2 silhouettes, l'hôtesse et le marin étranger. Les jambes de la femme faisaient une tache blanche sur l'édredon foncé. Et dans le lit contre l'autre mur, son père, le vieux paralytique, était là qui regardait, appuyé sur ses mains et penché en avant, recroquevillé comme d'habitude, sans pouvoir bouger. Je me tournai vers mon hôte. Il avait toutes les peines du monde à s'empêcher de rire tout haut. Il se pinçait le nez. « Vous avez vu le vieux ?» chuchota-t-il. « Bon Dieu, vous avez vu le vieux ? Il est assis et il regarde !» Et il se remit au trou de la serrure. J'allai à la fenêtre et je m'assis. Ce spectacle avait impitoyablement jeté le désordre dans toutes mes pensées et mis sans dessus-dessous ma riche inspiration. Bah, que m'importait? Du moment que le mari lui-même s'en accommodait, que dis-je, y trouvait son grand amusement, je n'avais aucune raison de m'en frapper. En ce qui concernait le vieillard, un vieillard était un vieillard. Peut-être ne le voyait-il même pas, peut-être qu'il dormait assis, Dieu sait même s'il n'était pas mort. Cela ne m'étonnerait pas qu'il fût assis et mort, et je ne m'en faisais pas un cas de conscience. Encore une fois, je repris mes papiers, et je voulus chasser toute impression étrangère. Je m'étais arrêté au milieu d'une phrase dans le discours du juge. « Ainsi m'ordonne Dieu et la loi, ainsi m'ordonne le conseil de mes prud'hommes, ainsi l'ordonne également ma propre conscience. » Je regardais par la fenêtre pour réfléchir à ce que sa conscience devait lui ordonner. Un petit bruit parvint jusqu'à moi, de l'intérieur de la chambre. Ah, cela ne me regardait pas, absolument pas. Du reste, le vieillard était mort. Il était mort peut-être ce matin, à 4 heures. Ce bruit m'était donc parfaitement, profondément indifférent. Pourquoi diable me faire des idées à ce sujet? Allons, du calme. Ainsi m'ordonne également ma propre conscience. Mais tout s'était conjuré contre moi. L'homme ne restait pas du tout tranquille devant son trou de serrure. J'entendais de temps à autre ses rires étouffés, et je l'envoyais tout secouer. Dehors, dans la rue, il se passait aussi quelque chose qui me distrayait. Un petit gosse était assis sur l'autre trottoir, et jouait tout seul au soleil. Sans penser à mal, il nouait des bandes de papier, et ne faisait de tort à personne. Tout à coup, il bondit en jurant. Il gagne la rue à reculons, et aperçoit un homme mûr avec une barbe rouge, accoudé à une fenêtre ouverte du premier, qui lui crachait sur la tête. Le petit pleurait de rage et lançait à la fenêtre des injures impuissantes, tandis que l'homme lui riait au nez. Cela dura peut-être 5 minutes de la sorte. Je me détournai pour ne pas voir pleurer le gosse. Ainsi m'ordonne également ma propre conscience de... Il m'était impossible d'aller plus loin. À la fin, tout se mit à tourner dans ma tête. Je trouvais même que ce que j'avais écrit n'était bon à rien, et que toute cette idée était une dangereuse absurdité. On ne pouvait pas du tout parler de conscience au Moyen-Âge. La conscience avait seulement été inventée par ce maître à danser de Shakespeare. Par conséquent, tout mon discours était faux. N'y avait-il donc rien de bon dans ces feuillets? Je les parcourus une fois de plus, et mon doute s'évanouit aussitôt. Je trouvais des passages grandioses, de très longs morceaux d'une forte originalité, et repassa dans ma poitrine l'impérieux et enivrant désir de me remettre au travail et de finir mon drame. Je me levai et allai vers la porte, sans tenir compte des signes furieux de l'hôte pour me faire marcher sans bruit. Je sortis résolument et délibérément dans l'antichambre, montai l'escalier du premier et entrai dans mon ancienne chambre. Le marin n'y était pas.
Qu'est-ce donc qui m'empêchait de m'y asseoir un instant? Je ne toucherais pas à ses affaires, je ne me servirais même pas de sa table, je m'assiérais sur une chaise, près de la porte, et encore bien content. Je déplie fiévreusement les papiers sur mes genoux. Tout marcha admirablement pendant quelques minutes. Réplique sur réplique surgissait toute prête dans ma tête, et j'écrivais sans interruption. Je remplis une page après l'autre, lancée à bride abattue. Je vagis doucement dans l'extase de mon inspiration, et je perds presque conscience. Le seul bruit que j'entends dans ce moment est mon propre vagissement de joie. Il me vient aussi une très heureuse idée, une cloche qui devrait se mettre à sonner à un certain point de mon drame. Tout marchait superbement. Alors j'entends des pas dans l'escalier. Je tremble et je perds presque la tête. Je me tiens pour ainsi dire sur le qui-vive, farouche, attentif, plein d'une vague angoisse, surexcité par la faim. Je tends l'oreille nerveusement. Je tiens mon crayon à la main et j'épie, incapable d'écrire un mot de plus. La porte s'ouvre, entre le couple de la chambre d'en bas. Avant que j'aie eu le temps de m'excuser, l'hôtesse crie comme tombée des nues. « Dieu me pardonne et m'assiste, le revoilà ici. » « Excusez, fis-je, et je voulais en dire davantage, mais je n'y parvins pas. L'hôtesse ouvrit la porte toute grande et cria « Si vous ne sortez pas, Dieu me damne si je ne vais pas chercher la police. » Je me levai. « Je voulais seulement vous dire adieu, balbutiai-je, et j'ai été forcé de vous attendre. Je n'ai touché à rien, j'étais assis là sur la chaise. »« Oh, il n'y a pas de mal, dit le marin. Que diable ça fait-il? Laissez donc cet homme tranquille. » Comme je descendais l'escalier, la fureur me prit tout à coup contre cette grosse femme enflée qui me suivait sur les talons pour me faire filer vivement, et je m'arrêtai un instant, la bouche pleine des pires injures que je voulais lui lancer. Mais je me ravisai à temps, et me tus. Je me tus par reconnaissance pour cet étranger qui marchait derrière elle et aurait pu m'entendre. L'hôtesse me suivait toujours et m'injuriait sans trêve, tandis que ma colère croissait à chaque pas que je faisais. Nous arrivâmes en bas dans la cour, moi très lentement, délibérant encore si je devais me colleter avec l'hôtesse. En ce moment, la fureur m'égarait complètement, et je pensais à la pire effusion de sang, à une poussée qui pourrait l'étendre morte sur place, à un coup de pied dans le ventre. Un commissionnaire me croise sous la porte cochère, il me salue, et je ne réponds pas. Il s'adresse à la patronne derrière moi, et j'entends qu'il me demande, mais je ne me retourne pas. À quelques pas de la porte, le commissionnaire me rattrape, me salue de nouveau et m'arrête. Il me donne une lettre. Violemment, à contre-cœur, je déchire l'enveloppe, un billet de 10 couronnes en tombe, mais pas de lettre, pas un mot. Je regarde l'homme et demande « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? De qui est cette lettre ?»« Ça, je ne sais pas, » répond-il, « mais c'est une dame qui me l'a donnée. » Je m'arrêtai. Le commissionnaire partit. Alors je remets le billet dans l'enveloppe, je fais soigneusement une boule du tout, je me retourne et je vais à l'hôtesse qui me guette encore de la porte et je lui jette le billet à la figure. Je ne dis rien, je ne prononçais pas une syllabe. J'observais seulement, avant de m'en aller, qu'elle examinait le papier froissé. Voilà ce qu'on pouvait appeler une conduite. Ne rien dire, ne pas adresser la parole à la canaille, mais froisser tout tranquillement un gros billet et le jeter à la face de ses persécuteurs. Voilà ce qu'on pouvait appeler se conduire avec dignité. C'est comme ça qu'on devait les traiter, les animaux. J'étais arrivé au coin de la rue des Lutins et de la place du chemin de fer, et tout à coup la rue se mit à tourner devant mes yeux. Cela bourdonnait dans ma tête vide, et je tombais contre le mur d'une maison. Je ne pouvais simplement plus marcher. Je ne pouvais même pas me relever de ma fausse position. Je restais contre le mur où j'étais tombé, et je sentis que je commençais à perdre connaissance. La conscience de cette inanition ne fit qu'accroître ma folle colère. Je levai le pied et en frappai le trottoir. Je fis encore différents autres gestes pour retrouver mes forces. Je serrais les dents, fronçais les sourcils, roulais désespérément les yeux, et cela commença à faire effet. Mes pensées s'éclaircirent, je compris que j'étais sur le point de succomber. J'avançai les mains et m'écartai du mur. La rue continuait à danser et tourner avec moi. Je me mis à hoqueter de rage et luttai de toute mon âme contre ma détresse.
Je résistais vaillamment pour ne pas tomber. Je n'avais pas l'intention de m'écrouler. Je voulais mourir debout. Une charrette passa lentement devant moi. Je vois qu'il y a des pommes de terre dans cette charrette. Mais de rage, par entêtement, j'imagine de dire que ce ne sont en aucune façon des pommes de terre, que ce sont des choux, et je jurais affreusement que c'étaient des choux. J'entendais bien mes propres paroles, et consciemment j'affirmais coup sur coup ce mensonge par serment, rien que pour avoir l'amusante satisfaction de commettre un parjure patent. Je me grisais de ce péché sans pareil, je tendais mes 3 doigts en l'air, et jurais avec des lèvres tremblantes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que c'étaient des choux. Le temps passa. Je me laissai tomber sur une marche de perron à côté de moi, essuyai la sueur de mon front et de mon cou. Je fis une profonde aspiration et me forçai d'être calme. Le soleil descendait, l'après-midi s'avançait. Je recommençais à ruminer ma situation. La faim me devenait intolérable, et dans quelques heures c'était de nouveau la nuit. Il s'agissait de trouver un expédient pendant qu'il en était temps encore. Mes pensées recommencèrent à tourner autour du garni d'où j'avais été chassé. Je ne voulais absolument pas y retourner, mais je ne pouvais cependant m'empêcher d'y songer. À le bien prendre, la femme avait usé de son bon droit en me jetant dehors. À quoi pensais-je d'attendre que quelqu'un me logeât du moment que je ne payais pas? Elle m'avait de temps à autre donné à manger par-dessus le marché. Même hier soir que je l'avais exaspérée, elle m'avait offert 2 tartines. Elle me les avait offertes par bonté, parce qu'elle savait combien j'en avais besoin. Ainsi je n'avais à me plaindre de rien, et assis là sur mon perron, je me mis à la prier et supplier, en mon fort intérieur, de me pardonner ma manière d'agir. Surtout, je regrettais amèrement d'avoir fini par me montrer ingrat envers elle, de lui avoir jeté ce papier à la figure. 10 couronnes! Je fis un petit sifflement. La lettre qu'apportait le commissionnaire, d'où venait-elle? C'est seulement à ce moment que je réfléchis à cette question, avec lucidité, et pressentis tout à coup l'enchaînement des faits. J'en devins malade, de douleur et de honte. Je murmurai plusieurs fois « Il a Djali » d'une voix rauque, en secouant la tête. N'était-ce pas moi qui, pas plus tard qu'hier, avait résolu de passer fièrement devant elle quand je la rencontrerais, et de lui témoigner la plus grande indifférence? Et loin de là, j'avais tout juste éveillé sa pitié, et lui avais soutiré l'obole de la charité. Non, 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 il n'y aurait jamais de fin à ma dégradation. Pas même vis-à-vis d'elle je n'avais pu garder une position honorable. Je sombrais de quelque côté qu'il me fût donné de me tourner. Je tombais à genoux, sombrais à mort, plongeais dans le déshonneur, et ne remonterais jamais, jamais plus. C'était le comble. Accepter l'aumône de 10 couronnes, sans pouvoir les lancer en retour au donateur secret, gaspiller des sous à 2 mains partout où il s'offrait, et les conserver, les employer pour payer son gîte, malgré son dégoût intime. Ne pouvais-je pas récupérer ces 10 couronnes, d'une manière ou d'une autre? Retourner chez l'hôtesse et lui faire rendre le billet ne servirait sans doute à rien. D'ailleurs, il devait bien y avoir un autre moyen pourvu que je réfléchisse, pourvu que je fasse un très grand effort et réfléchisse. Il ne suffisait pas ici, grand Dieu, de penser à la manière ordinaire. Il me fallait penser de tout mon mécanisme d'homme à un expédient pour trouver ces 10 couronnes. Et je me mis à penser de toutes mes forces. Il était dans les environs de 4 heures. Dans une couple d'heures, je pourrais peut-être rencontrer le directeur du théâtre, si seulement mon drame était fini. Je sors mon manuscrit, séance tenante, et je veux à toute force mettre sur pied les 3 ou 4 dernières scènes. Je pense, je sue, je relis depuis le commencement, mais je n'aboutis à rien. Pas de bêtises, me dis-je, ce n'est pas l'heure de l'obstination. Et je me lance, à corps perdu dans mon drame. J'écris tout ce qui me passe par la tête, rien que pour en finir promptement et pouvoir partir. J'aurais voulu me persuader à moi-même que je me retrouvais dans un de mes grands moments. Je m'abreuvais de mensonges, je me leurrais manifestement, et j'écrivais d'abondance comme si je n'avais pas besoin de chercher des mots. « Voilà qui est bon, c'est une vraie trouvaille », murmurais-je de temps à autre. « Tu n'as qu'à le coucher par écrit. » À la fin, toutefois,
Mes dernières répliques commencèrent à me devenir suspectes. Elles contrastaient si fortement avec les répliques des premières scènes. En outre, il n'y avait pas trace de Moyen-Âge dans les paroles du moine. Je brise mon crayon entre mes dents, je me lève d'un bond, je déchire mon manuscrit, je déchire chaque feuillet en petits morceaux, je jette mon chapeau sur la chaussée et je le piétine. Mesdames et messieurs, je suis perdu, vaincu, et je ne dis pas autre chose que ces mots tout le temps que je reste là à piétiner mon chapeau. Quelques pas plus loin, un agent de police est arrêté et m'observe. Il se tient au beau milieu de la rue et ne prête attention qu'à moi, exclusivement. Quand je relève la tête, nos regards se croisent. Il y avait peut-être pas mal de temps qu'il était là, à m'observer. Je ramasse mon chapeau, m'en coiffe et vais droit à l'homme. « Savez-vous quelle heure il est ?» lui demandai-je. Il attend un moment avant de tirer sa montre, et cependant ne me quitte pas des yeux. « Dans les 4 heures, » répondit-il. « Exactement, dis-je. Dans les 4 heures, parfaitement exact. Je vois que vous connaissez votre affaire, et je ne vous oublierai pas. » Là-dessus je le quittai. Je l'avais rempli d'un étonnement extrême. Il restait là, à me suivre des yeux, bouche bée, tenant encore sa montre à la main. Quand je fus arrivé devant l'hôtel royal, je me retournai et regardai en arrière. Il était encore dans la même position et me suivait des yeux. Hé hé, voilà comment on devait traiter les animaux, avec la plus exquise insolence. Cela en imposait aux animaux, cela inspirait de l'effroi aux animaux. J'étais particulièrement content de moi et je me remis à chanter un bout de chanson. Les nerfs tendus par la surexcitation, sans plus sentir aucune douleur, sans même éprouver aucun malaise d'aucune sorte, j'allais, léger comme une plume. Je traversais tout le marché, tournais vers la halle aux viandes et m'installais sur un banc près de notre sauveur. Au reste, cela ne pouvait-il pas être assez indifférent que je rendisse ou non un billet de 10 couronnes? Du moment que je l'avais reçu, il était à moi, et certainement il n'y avait pas de misère là d'où il venait. Il fallait pourtant bien l'accepter puisque c'était expressément à moi qu'il était envoyé. Cela n'avait pas de sens de laisser ce commissionnaire le garder. Il n'était pas convenable non plus de renvoyer un tout autre billet que celui que j'avais reçu. Donc, pas de remède. J'essayais de regarder le trafic du marché devant moi et d'occuper ma pensée à des choses indifférentes, mais je n'y réussis pas. Je m'occupais constamment du billet de 10 couronnes. Finalement, je serrai les poings et la colère me prit. Cela la blesserait, me dis-je, si je le renvoyais. Alors pourquoi le ferais-je? Fallait-il toujours m'estimer trop chic pour accepter ceci ou cela? Secouer la tête avec arrogance et dire « Non, merci ». Je voyais maintenant où cela menait. Je me retrouvais sur le pavé. Même alors que j'avais la meilleure occasion de le faire, je ne conservais pas mon bon gîte chaud. L'orgueil me prenait, je bondissais au premier mot, je montais sur mes grands chevaux, je payais 10 couronnes à droite et à gauche, et je m'en allais. Je me fis sévèrement mon procès pour avoir quitté mon garni et m'être à nouveau mis dans l'embarras. Du reste, que le diable emporte tout cela. Je n'avais pas demandé ce billet de 10 couronnes. À peine si je l'avais eu entre les mains. Je l'avais donné aussitôt. Je l'avais laissé à des individus complètement inconnus, que je ne reverrais jamais. Voilà comme j'étais, moi. Je payais rubis sur l'ongle, quand il le fallait. Si je connaissais bien Ila Djali, elle ne regrettait pas non plus de m'avoir envoyé cet argent. Alors, pourquoi en faire tant d'histoires? C'était bien le moins qu'elle pût faire, de m'envoyer un billet de 10 couronnes de temps à autre. La pauvre fille était amoureuse de moi, et peut-être même amoureuse de moi à en mourir. À cette pensée, je me rengorgeais tout seul, fameusement. Il n'y avait pas de doute, elle était amoureuse de moi, la pauvre fille. Il était 5 heures. Après ma longue surexcitation nerveuse, je retombai et perçus le bourdonnement revenu dans ma tête vide. Je regardais droit devant moi, les yeux fixés vers la pharmacie de l'éléphant. La faim faisait rage en moi, cruellement, et je souffrais beaucoup. Tandis que je suis là à regarder dans le vide, une silhouette se précise peu à peu à mon regard fixe, une silhouette que je finis par voir distinctement et par reconnaître. C'est la marchande de gâteaux près de la pharmacie de l'éléphant. Je sursaute, je me redresse sur mon banc et me mets à réfléchir.
Non, il n'y avait pas d'erreur. C'était la même femme, devant la même table, au même endroit. Je siffle quelques petits coups et claque des doigts. Je me lève du banc et me mets en route dans la direction de la pharmacie. Pas de bêtises. Je me fichais pas mal que ce fût la monnaie du commis ou de la monnaie d'épicier, en bon argent norvégien de Kongsberg. Je ne voulais pas être ridicule. On pouvait très bien mourir d'un excès d'orgueil. Je m'avance jusqu'au coin, je vise la bonne femme et je me poste devant elle. Je lui souris, lui fais de la tête un salut familier, et j'agence mon discours comme s'il était entendu que je devais revenir un jour. « Bonjour, dis-je. Vous ne me reconnaissez peut-être pas ?»« Non, » répondit-elle, lentement, en me regardant. Je souris encore davantage, comme si c'était simplement une charmante plaisanterie de sa part de ne pas me reconnaître, et je dis « Vous ne vous rappelez pas que je vous ai donné une fois un tas de couronnes ? Je n'ai rien dit à cette occasion, autant que je m'en souvienne. Je n'ai certainement rien dit. Je n'ai pas l'habitude de rien dire. Quand on a affaire à d'honnêtes gens, il est inutile de faire une convention et quasiment de dresser contrat pour une vétille. Oui, c'est moi qui vous ai remis cet argent. »« Ah, c'était donc vous. Ah oui, maintenant, je vous remets aussi en y réfléchissant. » Je voulais prendre les devants pour éviter qu'elle commençât à me remercier de cet argent. Aussi lui dis-je vivement, tout en parcourant la table des yeux et cherchant déjà des victuailles, « Oui, je viens chercher les gâteaux. » Elle ne comprend pas. « Les gâteaux, répétai-je. Maintenant je viens les chercher. En tout cas une partie, la première livraison. Je n'ai pas besoin de la totalité aujourd'hui. »« Vous venez pour les chercher ?» demanda-t-elle. « Bien sûr que je viens les chercher. Mais oui, répondis-je en riant très haut, comme si cela eût dû lui paraître tout de suite clair, comme le jour que je venais les chercher. Et je prends sur la table un gâteau, une sorte de pain mollet que je me mets à manger. En voyant cela, la femme se hausse dans son soupirail, fait involontairement un geste pour protéger sa marchandise, et me laisse entendre qu'elle ne s'attendait pas à ce que je revinsse l'en dépouiller. « Vraiment non ?» dis-je. « Alors vraiment non. » Je la trouvais réellement impayable, la bonne femme. Avait-elle jamais vu quelqu'un lui donner une poignée de couronnes à garder, sans que l'intéressé les eût réclamées? Non, voyez-vous ça. Croyait-elle peut-être que c'était de l'argent volé, parce que je le lui avais jeté de cette manière? Non, elle ne le croyait tout de même pas. C'était encore heureux, vraiment heureux. Gentil à elle de me tenir pour un honnête homme. Ah oui, elle était vraiment bonne. Mais alors, pourquoi lui avais-je donné l'argent? La femme s'exaspérait et criait fort. Je lui expliquai à mi-voix, péremptoirement. C'était mon habitude d'agir de la sorte, parce que j'avais une telle confiance dans les hommes. Chaque fois que quelqu'un me proposait un contrat, une quittance, je secouais la tête et disais non merci. Dieu m'était témoin que j'en usais ainsi. Mais la femme ne comprenait toujours pas. J'eus recours à d'autres moyens. Je pris un ton tranchant et la dispensai de ses billevesées. N'était-il jamais arrivé que quelqu'un d'autre l'eût payé d'avance d'une manière analogue? Demandai-je. Je voulais dire, naturellement, des gens qui en avaient les moyens, par exemple, un des consuls. Jamais? Ce n'était pas à moi d'en porter la peine si cette pratique lui était inconnue. C'étaient les us et coutumes à l'étranger. Elle n'était peut-être jamais sortie des frontières du pays? Non. Voyez-vous ça? Alors elle n'avait absolument pas la parole dans cette affaire. Et je pris d'autres gâteaux sur la table. Elle grogna furieusement, se refusa obstinément à se dessaisir de ce qu'il y avait sur sa table. Elle arracha même un gâteau de ma main et le reposa à sa place. Je me mis vraiment en colère, frappai sur la table et la menaçai de la police. Je serais indulgent pour elle, dis-je. Si je prenais tout ce qui était mien, je ruinerais toute sa boutique, car c'était une énorme masse d'argent que je lui avais remise dans le temps. Mais je ne voulais pas prendre tant. Je n'en voulais en réalité que pour la moitié de mon crédit. Et par-dessus le marché, je ne reviendrai plus. Que Dieu m'en garde, puisqu'elle était de cette sorte de gens. Finalement, elle avança quelques gâteaux à un prix exorbitant, 4 ou 5, qu'elle taxa au plus haut cours qu'elle put imaginer, me pria de les prendre et de passer mon chemin. Je continuais à me quereller avec elle, prétendant qu'elle me filoutait d'au moins une couronne sur la somme, et qu'au surplus, elle me pressurait avec ses prix fabuleux. « Savez-vous que de telles canailleries sont punies par la loi ?» dis-je. « Dieu vous garde, vous pourriez aller au bagne pour le restant de vos jours, vieille bourrique !»
Elle me lança encore un gâteau et me pria, presque en grimaçant des dents, de m'en aller. Et je la quittai. Avait-on jamais vu pareille pâtissière sans scrupules? Tout le temps que je remontais le marché, en mangeant mes gâteaux, je parlais tout haut de la femme et de son insolence, je me répétais ce que chacun de nous avait dit à l'autre, et je trouvais que je lui avais été très supérieure. Je mangeais mes gâteaux à la face du monde, en racontant mon histoire. Et les gâteaux disparaissaient, l'un après l'autre. J'avais beau en avaler, rien ne suffisait. Je n'arrivais pas à trouver le fond de ma faim. Misère de Dieu, cela ne voulait pas suffire. J'étais si vorace que je fus même sur le point de porter la main sur le dernier gâteau. Dès le début, j'avais résolu de le garder pour le petit de la rue des Voituriers, le gosse à qui l'homme à la barbe rouge avait craché sur la tête. Je me le rappelais constamment. Je ne pouvais arriver à oublier sa mine quand il avait bondi, pleurant et jurant. Il s'était tourné vers ma fenêtre quand l'homme avait craché sur lui et avait positivement regardé si moi aussi j'allais en rire. Dieu sait si j'allais le rencontrer en arrivant là-bas. Je faisais de grands efforts pour arriver vivement rue des Voituriers. Je repassais à l'endroit où j'avais mis en lambeaux mon drame. Quelques papiers y restaient encore. Je contournais l'agent que j'avais tant étonné naguère par mes manières, et finalement je m'arrêtais au perron sur lequel le gosse avait été assis. Il n'y était plus. La rue était presque vide. Il commençait à faire sombre, et je ne pus découvrir le gamin. Il était peut-être rentré. Je posai le gâteau avec précaution, le dressai sur champ contre la porte, frappai fort et me sauvai en même temps. Il le trouvera bien, me dis-je. La première chose qu'il fera en sortant, c'est de le trouver. Et mes yeux se mouillèrent d'une joie idiote à l'idée que le petit trouverait le gâteau. Je redescendis à la place du chemin de fer. Maintenant, je n'avais plus faim, mais la nourriture sucrée que j'avais prise commençait à me donner mal au cœur. Dans ma tête vacarmaient à nouveau les plus folles idées. Si je tranchais en cachette l'amarre d'un de ces navires, si je me mettais soudain à crier au feu. Je m'avance plus loin sur le quai, je cherche une caisse où m'asseoir, je croise les mains et sens que ma tête se trouble de plus en plus. Et je ne bouge pas, je ne fais absolument rien pour me maintenir plus longtemps. Je suis là, les yeux fixés sur le Copégoro, le 3-mâts sous pavillon russe. J'aperçois un homme près de l'hélice. La lanterne rouge de bâbord éclaire d'en haut sa tête. Je me lève et lui adresse la parole. Je n'avais aucune idée préconçue en lui parlant comme je faisais. Je ne m'attendais pas non plus à recevoir de réponse. « Vous mettez à la voile ce soir, capitaine ?»« Oui, dans un petit moment, » répond l'homme. Il parlait suédois. Alors il doit être finlandais, pensai-je. « Vous n'auriez pas besoin d'un homme ?» Cela m'était égal pour l'instant d'essuyer un refus ou non. Cela m'était indifférent, sa réponse. J'attendais et le regardais. « Oh non, répondit-il. Ou bien il faudrait que ce soit un novice. » Un novice ? Je me redressai d'une secousse, enlevai furtivement mes lunettes et les fourrai dans ma poche, gravis le passe-avant et enjambai la lice. « Je ne suis pas du métier, dis-je, mais je puis faire le travail auquel vous me mettrez. Quelle destination ? » Nous allons sur l'est, à Leeds, prendre du charbon pour Cadix. Bon, dis-je, m'imposant à l'homme. Cela m'est indifférent où l'on va. Je ferai mon travail. Il resta un moment à me regarder en réfléchissant. Tu n'as pas encore navigué, demanda-t-il. Non, mais comme je vous le dis, mettez-moi à un travail et je le ferai. Je suis habitué à faire un peu de tout. Il réfléchit encore. Je m'étais déjà ancré dans la tête que je partirais, et je commençais à craindre d'être renvoyé à terre. « Alors, qu'en pensez-vous, capitaine ?» demandai-je enfin. « Je peux vraiment faire n'importe quoi. Que dis-je ? Je serais un pas grand-chose si je me contentais de faire juste ma tâche. Je peux prendre 2 quarts d'affilée si c'est nécessaire. Cela me fera du bien, et je suis de taille à le supporter. »« Bah, on peut essayer, » dit-il, en souriant un peu de mes dernières paroles. « Si ça ne marche pas, nous pouvons toujours nous quitter en Angleterre. » Naturellement, répondis-je, dans ma joie. Et je répétais que nous pouvions nous quitter en Angleterre si ça ne marchait pas. Et il me mit au travail. Dans le fjord, je me redressai un moment, moite de fièvre et d'épuisement. Je regardais du côté de la terre et dis adieu pour cette fois à la ville,
ce Christiania où brillaient avec tant d'éclat les fenêtres de toutes ces demeures, tous ces foyers,